Bonjour, aujourd'hui nous continuons le chapitre 16 sur les diagrammes potentiel pH et potentiel PL. Nous avions vu la dernière fois comment construire les diagrammes potentiel pH, aujourd'hui on va voir comment on les utilise. La première utilisation que l'on a, c'est d'identifier les domaines de stabilité des espèces, et en particulier parfois ça nous permet aussi d'identifier les domaines de non-stabilité des espèces. Pour vous montrer ça, j'ai choisi l'exemple du diagramme potentiel pH du cuivre. Alors sur ce diagramme, on va choisir de représenter 5 espèces que j'ai classées ici par degré d'oxydation. Donc vous avez le cuivre solide au degré d'oxydation 0. Au degré d'oxydation plus 1, vous avez l'ion Cu+, et le solide Cu2O. Et au degré d'oxydation plus 2, vous avez Cu2+, et CuOH 2 fois, qui est un solide. Alors, en utilisant le même principe que ce qu'on a présenté dans les vidéos précédentes, j'ai calculé les frontières pour les différents couples. Alors ici, je vous ai mis juste les couples correspondant au degré d'oxydation plus 1, 0, et j'ai placé les espèces. Je rajoute ensuite la même chose, cette fois-ci en bleu, mais avec les couples de degré d'oxydation plus 2, plus 1. J'inscris toutes les espèces dans leur domaine, et vous voyez que j'obtiens quelque chose qui est assez complexe à la fin et qui présente plusieurs anomalies. Une anomalie que l'on peut repérer par exemple, c'est l'existence de deux domaines disjoints pour le cuivre Cu+, que j'ai ici indiqué en rouge. Alors que le cuivre Cu+, qui est au degré d'oxydation plus 1, on s'attendrait à ce qu'il soit au milieu du diagramme entre le cuivre 0 et le cuivre 2. Ici, il est en haut et en bas, c'est que quelque chose ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que si vous regardez les potentiels standards des deux couples, Cu+, Cu et Cu2+, Cu+, vous allez voir que en réalité, vous attendez une réaction spontanée entre ces deux couples, de manière à former Cu2+, et Cu. Donc l'espèce Cu+, n'est en réalité pas thermodynamiquement stable dans ces conditions. Elle se dismute. Pour tenir compte de ça dans le diagramme, donc j'écris l'équation de dismutation et je vois que Cu+ ne va pas exister dans cet endroit, je vais avoir Cu2+, Cu. Donc, pour trouver la frontière, je vais considérer ce couple-là, Cu2+, Cu. J'écris la demi-équation, puis la relation de Nernst qui correspond. Sur la frontière, j'applique la convention de tracé, la concentration en Cu2+, vaudra 10-2 mol par litre, et ça me permet de trouver une équation de frontière qui est E égale 0,28 volts. Je corrige du coup le diagramme potentiel pH et j'obtiens cette fois-ci quelque chose qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus cohérent. Je reconnais bien que le cuivre Cu au degré d'oxydation 0 est en bas, le cuivre au degré d'oxydation plus 2 est en haut, et à l'endroit où j'aurais dû avoir Cu+, eh bien en fait je n'ai rien car cette espèce n'est pas stable, elle se dismute. Elle n'apparaît pas sur le diagramme. On sait à présent tracer un diagramme potentiel pH et vérifier que ce tracé est cohérent. On va pouvoir aborder l'application principale des diagrammes potentiel pH, qui est de vérifier que deux espèces ensemble en solution sont stables ou réagissent ensemble. Pour cela, on utilise deux diagrammes que l'on superpose. Pour superposer deux diagrammes potentiel pH, il faut absolument qu'ils aient les mêmes conventions de tracé, sinon ils ne sont pas comparables. À partir de là, vous pouvez vérifier si deux espèces sont stables simplement en regardant leur domaine de stabilité. Si ces deux domaines sont entièrement disjoints, alors ça veut dire que les deux espèces ne sont pas stables ensemble, elles vont réagir selon une réaction spontanée en solution. En revanche, si leur domaine de stabilité se recouvre au moins partiellement, elles peuvent être stables ensemble et il n'y aura pas de réaction spontanée. En particulier, on va souvent utiliser ce principe pour vérifier si une espèce est stable dans l'eau. Donc on va superposer un diagramme potentiel pH d'une espèce avec le diagramme de l'eau. Par exemple, ici, on a construit précédemment le diagramme potentiel pH du fer, que je reproduis ici. Et pour vérifier si le fer est stable dans l'eau, et sous quelle forme, je vais superposer le diagramme potentiel pH de l'eau en prenant garde d'utiliser les mêmes conventions de tracé pour les deux diagrammes. Voilà. Et donc, je vais ici identifier les domaines des deux espèces qui m'intéressent, c'est-à-dire l'eau, d'une part, et le fer, donc le fer solide, d'autre part. Je vois ici que ces deux domaines ne se superposent pas du tout. Donc le fer solide n'est pas stable dans l'eau, alors que toutes les autres espèces le sont. Vous voyez que Fe2+, Fe3+, ainsi que les deux hydroxydes ont au moins partiellement leur domaine qui se superpose avec le domaine de l'eau, donc toutes les autres espèces vont être stables dans l'eau.
Ici, la réaction entre le fer et l'eau aura lieu différemment selon le pH, puisque je vais former du fer 2, et le fer 2, que ce soit en milieu acide ou basique, n'est pas stable selon la même forme. Donc ici, je vais m'intéresser, pour l'exemple, à la réaction en milieu acide. Donc en milieu acide, l'eau va réagir avec le fer, donc l'eau sera oxydant, le fer réducteur. Pour identifier les deux couples redox impliqués, je vais regarder à chaque fois la frontière horizontale, donc H2O, H2, c'est la frontière horizontale que j'ai pour le couple de l'eau, et pour le couple du fer, du côté acide, j'ai Fe2 plus Fe. Je peux du coup écrire l'équation de la réaction, qui est la suivante, en solution. Alors, en réalité, si vous plongez un fil de fer dans l'eau, il ne va pas disparaître. C'est un processus qui est très lent que d'attaquer le fer en solution. Donc ce n'est pas instantané. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut être absolument attentif pour les diagrammes potentiels pH, c'est qu'ils sont construits uniquement à partir de paramètres thermodynamiques, c'est-à-dire à partir de constantes d'équilibre. Donc ils ne vous donnent pas du tout d'informations sur la cinétique des réactions. Par exemple, si je prends le diagramme potentiel pH du manganèse, alors le manganèse peut exister sous de nombreux degrés d'oxydation, entre 0 et plus 7. Donc il y a de nombreuses espèces qui apparaissent sur ce diagramme, et en particulier vous pouvez voir tout en haut qu'il y a le permanganate que j'ai mis ici en violet. Et bien si je superpose le diagramme de l'eau à ce diagramme, j'obtiens ceci. Vous voyez que le domaine de l'eau est entièrement disjoint du permanganate, donc ces deux espèces ne sont pas stables ensemble et elles réagissent. Et pourtant, vous savez, on a déjà utilisé en TP des solutions de permanganate, vous connaissez leur couleur caractéristique violette, donc vous savez que ces solutions existent et peuvent exister pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Cela signifie que même si la réaction entre le permanganate et l'eau est favorable, essentiellement spontanée, en réalité elle est très lente et donc elle n'est pas observée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous en avons fini avec les diagrammes potentiels pH. Nous verrons la prochaine fois les diagrammes potentiels PL selon le même principe. En attendant, pensez bien à aller faire le QCM dont le lien est dans la description.